Vous est-il déjà arrivé de vous sentir prisonnier de vos propres pensées? Aujourd'hui, je vais vous révéler comment la philosophie stoïcienne peut transformer votre vie en simplifiant votre esprit et en éliminant ce qui ne vous sert pas. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 habitudes puissantes que vous pouvez adopter dès aujourd'hui pour vivre avec plus de clarté, de paix et d'intention. Mais avant de commencer, laissez-moi vous raconter une histoire qui va changer votre perspective. Dans un petit village des Alpes françaises vivait un homme nommé Antoine. Il était connu pour sa sagesse et sa tranquillité d'esprit, même dans les moments les plus difficiles. Les villageois venaient souvent lui demander conseil, car il semblait posséder un secret que personne d'autre ne connaissait. Un jour, un jeune homme désespéré vint le voir, se plaignant du poids de ses responsabilités, de ses soucis et de son anxiété constante. Antoine l'écouta patiemment, puis l'invita à faire une promenade dans la montagne. Ils marchèrent pendant des heures, et le jeune homme remarqua qu'Antoine ramassait des pierres le long du chemin et les mettait dans son sac à dos. Au début, il n'y prêta pas attention, mais au fil du temps, le sac devint visiblement lourd. Finalement, épuisé par l'ascension, Antoine s'arrêta et demanda au jeune homme de porter le sac. Celui-ci accepta, mais après quelques mètres seulement, il dut s'arrêter, écrasé par le poids. Antoine sourit doucement et dit « Ce sac représente toutes les choses inutiles que tu portes dans ta vie, les inquiétudes sur ce que pensent les autres, les rancunes du passé, les peurs de l'avenir, les relations toxiques, les attentes irréalistes. Chaque pierre est quelque chose qui te pèse, mais que tu continues à porter. Maintenant, regarde ce qui se passe quand tu les lâches. » L'un après l'autre, ils retirèrent les pierres du sac. À chaque pierre jetée, le jeune homme se sentait plus léger, plus libre, capable de respirer plus profondément. Quand le sac fut vide, il réalisa qu'il n'avait jamais eu besoin de porter ce poids. Antoine lui dit alors « La vie est trop courte pour être vécue sous le fardeau de ce qui ne nous appartient pas. Apprends à libérer ton esprit en silence, sans faire de spectacle, et tu découvriras la vraie liberté. » Cette histoire illustre parfaitement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Si vous trouvez cette vidéo utile, je vous encourage à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour rester informé des nouveautés. Commençons maintenant avec la première habitude. 1. Libérez-vous du besoin de contrôle. Combien de fois avez-vous essayé de tout contrôler dans votre vie? Chaque détail, chaque conversation, chaque résultat? C'est épuisant, n'est-ce pas? Le besoin obsessionnel de tout contrôler est l'une des principales sources de stress et d'anxiété dans notre vie moderne. Nous vivons dans l'illusion que si nous planifions assez, si nous anticipons tous les 11 scénarios possibles, nous pourrons éviter la douleur et garantir le succès. Mais voici la vérité brutale. La vie ne fonctionne pas comme ça. Les stoïciens, notamment Marc Aurèle et Épictète, nous enseignent une leçon fondamentale. Nous ne pouvons contrôler que nos propres pensées, nos actions et nos réactions. Tout le reste, les opinions des autres, les événements externes, même les résultats de nos efforts, échappent à notre contrôle. Essayer de contrôler l'incontrôlable, c'est comme essayer de retenir l'océan avec nos mains. C'est futile et épuisant. Imaginez que vous portez un sac à dos. Chaque fois que vous essayez de contrôler quelque chose qui échappe à votre influence, vous y ajoutez une pierre. Au début, vous ne remarquez peut-être pas le poids, mais avec le temps, ce sac devient si lourd qu'il vous empêche d'avancer. Vous vous sentez coincé, frustré, anxieux. La solution? Commencez à retirer ces pierres une par une. Pendant longtemps, j'étais obsédé par le contrôle. Et planifiais chaque réunion dans les moindres détails, anticipant chaque question difficile qui pourrait être posée. Je m'inquiétais de ce que les autres pensèrent de moi, de mes choix, de mes paroles. Je voulais que tout se passe exactement comme je l'avais imaginé. Et devinez quoi? La plupart des choses dont je m'inquiétais ne se produisaient jamais. Tout ce contrôle ne me donnait pas plus de pouvoir. Il me donnait juste plus d'anxiété. Puis, j'ai découvert la philosophie stoïcienne. J'ai appris
à faire la distinction entre ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas. J'ai commencé à lâcher prise. Peu à peu, j'ai appris à faire confiance au processus. Les choses continuaient à se produire, certaines bonnes, d'autres moins. Mais je me sentais plus léger. J'avais cessé de porter ce qui n'était pas ma responsabilité. Comment pouvez-vous commencer à libérer ce besoin de contrôle? Premièrement, prenez conscience de ce que vous essayez de contrôler. Faites une liste si nécessaire. Pour chaque élément, demandez-vous, est-ce vraiment sous mon contrôle? Si la réponse est non, c'est quelque chose que vous devez apprendre à lâcher. Deuxièmement, pratiquez l'acceptation. Cela ne signifie pas la résignation ou la passivité. Cela signifie reconnaître la réalité telle qu'elle est, pas telle que vous voudriez qu'elle soit. Troisièmement, concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez réellement influencer. Vos pensées, vos actions, vos valeurs. Quatrièmement, cultivez la confiance. Faites confiance que même si les choses ne se passent pas comme prévu, vous avez la capacité de vous adapter et de grandir à travers l'expérience. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. C'est reconnaître que la vraie liberté ne vient pas du contrôle externe, mais de la maîtrise interne. Comme l'a écrit Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez stressé par quelque chose qui échappe à votre contrôle, respirez profondément. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas contrôler l'océan, mais vous pouvez apprendre à surfer sur les vagues. C'est là que réside votre véritable pouvoir. 2. Éliminez les relations toxiques en silence. Les relations sont l'essence de notre expérience humaine. Elles nous apportent joie, soutien et sens. Mais que se passe-t-il quand une relation devient plus une source de douleur que de bonheur? Quand chaque interaction vous laisse épuiser plutôt que revigorer, il est temps de reconnaître qu'il existe des relations toxiques et que les garder dans votre vie vous empêche de grandir. Nous avons tous eu cette expérience, une amitié qui semble à sens unique, un collègue qui draine constamment votre énergie, un membre de la famille dont les critiques constantes érodent votre confiance en vous. Ces relations toxiques sont comme des parasites émotionnels. Elles se nourrissent de votre énergie vitale, laissant derrière elles un sentiment de vide et d'épuisement. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres, mais nous pouvons contrôler qui nous permettons dans notre cercle intérieur. Épictète disait « Nous souffrons non pas des événements de notre vie, mais de notre jugement sur ces événements. » De même, nous souffrons non pas des personnes elles-mêmes, mais de notre décision de maintenir des relations qui ne nous servent pas. Identifier une relation toxique n'est pas toujours facile, surtout quand cette personne fait partie de votre vie depuis longtemps. Mais il y a des signes révélateurs. Vous sentez-vous constamment sur la défensive en sa présence? Êtes-vous toujours celui qui donne sans jamais recevoir? Cette personne critique-t-elle constamment vos choix, vos rêves, vos valeurs? Chaque interaction vous laisse-t-elle épuisé plutôt qu'énergisé? Si vous avez répondu oui à plusieurs de ces questions, il est temps de prendre une décision difficile, mais nécessaire. Il ne s'agit pas de haïr cette personne ou de lui souhaiter du mal. Il s'agit simplement de reconnaître que cette relation ne vous sert plus et que vous méritez mieux. Maintenant vient la partie délicate. Comment éliminer une relation toxique de votre vie? La réponse stoïcienne est en silence. Il n'est pas nécessaire de faire un grand spectacle, d'avoir une confrontation dramatique ou d'annoncer publiquement votre décision. Parfois, la façon la plus puissante de prendre soin de soi est de simplement s'éloigner tranquillement. Commencez par réduire progressivement le contact. Ne répondez pas immédiatement aux messages. Déclinez poliment les invitations. Créez de l'espace entre vous. Cette personne finira par comprendre que vous vous éloignez et c'est acceptable. Vous ne devez pas d'explication à quelqu'un qui ne respecte pas votre bien-être. Certains diront que c'est lâche, que vous devriez confronter la personne directement. Mais la vérité est que vous ne devez rien à personne, surtout pas à quelqu'un qui vous a fait du mal.
Protéger votre paix mentale n'est pas égoïste, c'est un acte d'amour-propre. Il y aura peut-être de la culpabilité, c'est normal. Nous sommes conditionnés à croire que maintenir les relations est toujours la bonne chose à faire. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres, vous êtes responsable de votre propre bien-être. Et parfois, prendre soin de soi signifie laisser partir ceux qui nous tirent vers le bas. Une fois que vous avez créé cet espace, remplissez-le avec des relations qui vous nourrissent. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, qui célèbrent vos réussites, qui vous défient de grandir de manière saine. La qualité de votre vie est directement liée à la qualité de vos relations. Éliminer les relations toxiques en silence n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de courage. C'est reconnaître que votre temps et votre énergie sont précieux et qu'ils méritent d'être investis dans des relations qui vous élèvent, pas qui vous rabaissent. Comme l'a dit Sénèque, associez-vous avec ceux qui feront de vous une meilleure personne. Accueillez ceux que vous pouvez rendre meilleurs. 3. Abandonnez les attentes irréalistes. Nous vivons dans une société obsédée par la perfection. Les réseaux sociaux nous bombardent d'images de vie apparemment parfaites, de corps parfaits, de carrières parfaites. Nous nous comparons constamment à ces standards impossibles et nous nous sentons inadéquats quand nous ne les atteignons pas. Ces attentes irréalistes sont une prison de notre propre fabrication. Le problème avec les attentes irréalistes n'est pas seulement qu'elles sont difficiles à atteindre, c'est qu'elles sont souvent basées sur ce que les autres attendent de nous, pas sur ce que nous voulons vraiment pour nous-mêmes. Combien de décisions avez-vous prises dans votre vie pour plaire à vos parents, à vos amis, à la société? Combien de fois avez-vous poursuivi un objectif qui n'était même pas le vôtre? Marc Aurèle nous rappelle: vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Cette sagesse s'applique parfaitement aux attentes. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres attendent de nous, mais nous pouvons contrôler les attentes que nous nous imposons. Les attentes irréalistes se manifestent de nombreuses façons. Peut-être pensez-vous que vous devez être le meilleur dans tout ce que vous faites. Peut-être vous attendez-vous à ce que votre partenaire vous comprenne parfaitement sans que vous ayez à exprimer vos besoins. Peut-être pensez-vous que vous devriez toujours être heureux, productif, en contrôle. Ces attentes créent un cycle de déception constant. Vous fixez la barre impossiblement haute, vous échouez inévitablement à l'atteindre, vous vous sentez comme un échec et vous fixez la barre encore plus haute la prochaine fois pour compenser. C'est épuisant et c'est inutile. La solution stoïcienne est la modération et la perspective. Les stoïciens ne prônaient pas le pessimisme mais le réalisme. Ils reconnaissaient que la vie est imprévisible, que l'échec fait partie du processus d'apprentissage et que la perfection est un mythe. Ils nous encouragent à faire de notre mieux avec ce que nous avons, puis à accepter le résultat avec équanimité. Comment pouvez-vous commencer à abandonner les attentes irréalistes? Premièrement, identifiez-les. Prenez un moment pour réfléchir aux attentes que vous avez pour vous-même. D'où viennent-elles? Sont-elles vraiment vos attentes ou sont-elles celles de quelqu'un d'autre? Sont-elles réalistes et atteignables? Deuxièmement, remplacez les attentes rigides par des intentions flexibles. Au lieu de dire « je dois être parfait dans mon travail », dites « je vais faire de mon mieux avec les ressources dont je dispose ». Au lieu de « je ne dois jamais échouer », dites « l'échec est une opportunité d'apprendre et de grandir ». Troisièmement, pratiquez l'autocompassion. Soyez aussi gentil avec vous-même que vous le seriez avec un bon ami. Quand vous faites une erreur, au lieu de vous critiquer sévèrement, demandez-vous « que puis-je apprendre de cela ?» Cette approche transforme l'échec d'une source de honte en une opportunité de croissance. Quatrièmement, célébrez les petites victoires. Nous sommes si focalisés sur les grands objectifs que nous oublions de reconnaître les progrès quotidiens. Chaque petit pas compte. Chaque jour où vous vous levez et essayez est un succès. Abandonner les attentes irréalistes ne signifie pas abandonner l'ambition ou l'excellence. Cela signifie être réaliste sur ce qui est possible et être en paix avec le fait que vous êtes humain.
Vous allez faire des erreurs, vous allez avoir des jours difficiles, et c'est parfaitement normal. Comme l'a dit Épictète, ne demandez pas que les choses arrivent comme vous le souhaitez. Souhaitez plutôt qu'elles arrivent comme elles arrivent, et vous serez heureux. Cette sagesse peut transformer votre relation avec vous-même et avec la vie. 4. Pratiquez le silence mental. Dans notre monde hyper connecté, le silence est devenu un luxe rare. Nous sommes constamment bombardés de stimuli, notifications, emails, réseaux sociaux, actualités. Notre esprit n'a jamais l'occasion de se reposer, de traiter, de simplement être. Ce bruit mental constant est épuisant et nous empêche de nous connecter avec nous-mêmes. Les stoïciens comprenaient l'importance de la tranquillité intérieure. Marc Aurèle écrivait « Les hommes cherchent des retraites pour eux-mêmes, à la campagne, au bord de la mer, dans les montagnes, mais c'est une chose tout à fait vulgaire, car tu peux à tout moment te retirer en toi-même. Nulle part on ne trouve plus de tranquillité et de loisir que dans son âme. Le silence mental n'est pas l'absence de pensée, c'est la capacité de ne pas être dominé par elle. C'est l'espace entre les pensées où réside la véritable paix. C'est la capacité d'observer vos pensées sans vous identifier à elles, de les laisser passer comme des nuages dans le ciel. Dans notre société, nous valorisons la productivité constante, le multitâche, l'activité frénétique. Nous nous sentons coupables de ne rien faire. Mais cette mentalité nous épuise. Notre cerveau a besoin de temps d'arrêt pour consolider les souvenirs, traiter les émotions, générer de nouvelles idées. Sans ce silence mental, nous fonctionnons en mode survie inconstant. Comment cultiver le silence mental dans un monde si bruyant? Premièrement, créez des espaces de silence dans votre journée. Cela peut être aussi simple que 5 minutes le matin avant de regarder votre téléphone ou une promenade tranquille pendant votre pause déjeuner. Ces moments de silence sont des oasis de calme dans le désert du bruit. Deuxièmement, pratiquez la méditation. Vous n'avez pas besoin d'être un moine bouddhiste ou de méditer pendant des heures. Même 5 à 10 minutes par jour peuvent faire une différence significative. La méditation vous apprend à observer vos pensées sans jugement, à créer de l'espace entre le stimulus et la réponse. Troisièmement, limitez votre consommation de médias. Nous sous-estimons l'impact que le flux constant d'informations a sur notre esprit. Chaque article d'actualité, chaque post sur les réseaux sociaux, chaque email ajoute au bruit mental. Soyez sélectif sur ce que vous consommez. Demandez-vous, cela enrichit-il ma vie ou ajoute-t-il simplement au bruit? Quatrièmement, pratiquez la pleine conscience dans vos activités quotidiennes. Quand vous mangez, mangez. Quand vous marchez, marchez. Quand vous parlez à quelqu'un, soyez vraiment présent. Cette pratique simple de faire une chose, à la fois avec une attention totale, peut transformer votre expérience de la vie. Le silence mental n'est pas une destination que vous atteignez une fois pour toutes. C'est une pratique continue, un retour constant à vous-même. Il y aura des jours où votre esprit sera particulièrement bruyant, et c'est normal. La clé est de ne pas lutter contre le bruit, mais de créer de l'espace autour de lui. Quand vous cultivez le silence mental, quelque chose de remarquable se produit. Vous commencez à entendre votre propre voix intérieure, celle qui est souvent noyée par le bruit externe. Vous commencez à savoir ce que vous voulez vraiment, pas ce que les autres veulent pour vous. Vous vous connectez avec vos valeurs profondes, votre intuition, votre sagesse intérieure. Le silence mental vous donne aussi de la clarté pour prendre de meilleures décisions. Quand votre esprit est calme, vous pouvez voir les situations plus clairement, sans la distorsion de l'anxiété ou de la réactivité émotionnelle. Vous pouvez répondre plutôt que réagir, agir avec intention plutôt qu'avec impulsion. Comme l'a dit Sénèque, retire-toi en toi-même autant que tu le peux. Fréquente ceux qui te rendront meilleur. Accueille ceux que tu peux rendre meilleurs. C'est un échange mutuel. Les hommes apprennent en enseignant. Le silence mental est ce lieu de retraite intérieure où vous vous reconnectez avec votre meilleur moi. 5. Libérez-vous de l'obsession de l'opinion d'autrui. Combien de décisions dans votre vie
avez-vous prise par peur de ce que les autres pourraient penser? Combien de fois avez-vous modifié votre comportement, vos paroles, vos choix pour éviter le jugement? Cette obsession de l'opinion d'autrui est l'une des prisons les plus communes et les plus limitantes que nous nous construisons. La vérité inconfortable est que la plupart des gens ne pensent pas autant à vous que vous le croyez. Ils sont trop occupés à s'inquiéter de ce que vous pensez d'eux. Nous sommes tous les protagonistes de nos propres histoires, convaincus que nous sommes au centre de l'attention de tout le monde. Mais c'est une illusion. Épictète nous enseigne: si tu veux progresser, renonce à ce genre de réflexion. Si je néglige mes affaires, je n'aurai pas de quoi vivre. Si je ne corrige pas mon domestique, il deviendra méchant, car il vaut mieux mourir de faim, exempt de chagrin et de crainte, que de vivre dans l'abondance avec trouble. En d'autres termes, votre paix intérieure vaut plus que l'approbation des autres. Cette obsession de l'opinion d'autrui se manifeste de nombreuses façons. Peut-être portez-vous des vêtements que vous n'aimez pas vraiment parce qu'ils sont à la mode. Peut-être avez-vous choisi une carrière qui ne vous passionne pas parce qu'elle semblait respectable. Peut-être gardez-vous vos opinions pour vous, pour éviter le conflit. Peut-être publiez-vous sur les réseaux sociaux, non pas pour partager authentiquement, mais pour obtenir des likes et de la validation. Cette vie vécue pour l'approbation des autres est épuisante. C'est comme jouer un rôle dans une pièce de théâtre que vous n'avez pas choisi. Vous portez des masques différents selon les situations, perdant progressivement contact avec qui vous êtes vraiment. Au fil du temps, vous pouvez même oublier ce que c'est que d'être authentiquement vous-même. Comment vous libérer de cette prison? Premièrement, reconnaissez que c'est un problème. Prenez conscience des moments où vous modifiez votre comportement pour plaire aux autres. Notez-les mentalement ou dans un journal. Cette prise de conscience est le premier pas vers le changement. Deuxièmement, rappelez-vous que vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent de vous. Même si vous faites tout correctement, certaines personnes ne vous aimeront pas. Et c'est parfaitement normal. Vous n'êtes pas fait pour plaire à tout le monde. Comme le dit le proverbe, vous pouvez être la pêche la plus juteuse du monde, et il y aura toujours quelqu'un qui n'aime pas les pêches. Troisièmement, commencez à prendre de petites décisions basées sur ce que vous voulez vraiment, pas sur ce que vous pensez que les autres attendent. Peut-être que c'est décliner une invitation à un événement où vous ne voulez pas vraiment aller. Peut-être que c'est exprimer une opinion impopulaire. Peut-être que c'est poursuivre un hobby que d'autres pourraient juger étrange. Chaque petit acte d'authenticité renforce votre confiance. Quatrièmement, entourez-vous de personnes qui vous acceptent tels que vous êtes. Les bonnes relations ne devraient pas nécessiter que vous portiez un masque. Elles devraient être un espace où vous pouvez être vulnérable, imparfait, authentiquement vous-même. Si vous devez constamment vous censurer ou jouer un rôle avec quelqu'un, peut-être que cette relation ne vous sert pas. Cinquièmement, pratiquez l'auto-validation. Au lieu de chercher constamment l'approbation externe, apprenez à vous donner cette approbation vous-même. Célébrez vos propres réussites, même si personne d'autre ne les remarque. Soyez fiers de qui vous êtes, même si cela ne correspond pas aux attentes des autres. Se libérer de l'opinion d'autrui ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel qui nécessite courage et persévérance. Il y aura des moments où vous retomberez dans vos anciens schémas, et c'est normal. L'important est de continuer à revenir à votre authenticité encore et encore. Comme l'a dit Marc Aurèle, « Tout ce que tu entends est une opinion, pas un fait. Tout ce que tu vois est une perspective, pas la vérité. Les opinions des autres sur vous ne définissent pas qui vous êtes. Seules vos propres valeurs, vos propres actions, votre propre caractère le font. Vivre authentiquement, libéré de la peur du jugement, est l'une des expériences les plus libératrices que vous puissiez avoir. C'est comme enlever un poids que vous portiez depuis si longtemps que vous aviez oublié ce que c'était que de marcher léger. Quand vous vous libérez de cette prison, vous découvrez une joie et une paix que l'approbation externe ne pourra jamais vous donner. 6. Abandonnez les habitudes autodestructrices. Nous avons tous des habitudes qui ne nous servent pas.
Certaines sont évidentes, fumer, boire excessivement, passer des heures sur les réseaux sociaux. D'autres sont plus subtiles, l'autocritique constante, la procrastination, l'évitement des conversations difficiles. Ces habitudes autodestructrices sont comme des fuites lentes dans un bateau. Individuellement, elles peuvent sembler insignifiantes, mais collectivement, elles peuvent vous couler. Le défi avec les habitudes autodestructrices est qu'elles offrent souvent un soulagement à court terme. Le défilement sans fin sur les réseaux sociaux vous distrait de votre anxiété. La procrastination vous évite la peur de l'échec. L'autocritique, aussi paradoxale que cela puisse paraître, peut vous donner l'illusion du contrôle. Mais ces bénéfices à court terme viennent avec un coût énorme à long terme. Les stoïciens comprenaient la nature humaine et nos tendances autodestructrices. Marc Aurèle écrivait « Notre vie est ce que nos pensées en font. Si nos pensées sont constamment négatives, critiques, défaitistes, notre vie reflètera cela. De même, si nos actions habituelles sont autodestructrices, nous créons une vie de souffrance inutile. La première étape pour abandonner les habitudes autodestructrices est de les reconnaître. Souvent, nous sommes si habitués à ces comportements que nous ne les remarquons même plus. Ils font simplement partie de notre routine quotidienne. Prenez un moment pour réfléchir honnêtement. Quelles habitudes dans votre vie vous tirent vers le bas plutôt que de vous élever ? Peut-être commencez-vous chaque journée en vérifiant votre téléphone, vous plongeant immédiatement dans un flot d'informations stressantes avant même d'avoir bu votre café. Peut-être vous critiquez-vous sévèrement chaque fois que vous faites une erreur, renforçant un dialogue intérieur négatif. Peut-être évitez-vous systématiquement les tâches importantes en faveur de distractions faciles. Une fois que vous avez identifié ces habitudes, l'étape suivante est de comprendre pourquoi vous les maintenez. Quels besoins satisfont-elles ? Souvent, les habitudes autodestructrices sont des mécanismes d'adaptation mal adaptés. Elles sont notre façon de gérer le stress, l'anxiété, la peur, la douleur. Comprendre cette fonction sous-jacente est crucial pour les changer. La philosophie stoïcienne offre une approche puissante pour transformer les habitudes. La pratique consciente de la vertu. Au lieu de vous concentrer sur l'élimination de l'habitude négative, concentrez-vous sur le développement de l'habitude positive opposée. Si vous passez trop de temps sur les réseaux sociaux, au lieu de simplement essayer d'arrêter, remplacez ce temps par une activité enrichissante. Lecture, exercice, temps de qualité avec des proches. Cette approche est plus efficace parce qu'elle ne crée pas un vide. La nature abhorre le vide. Et si vous éliminez simplement une habitude sans la remplacer, vous finirez probablement par retomber dans l'ancien schéma ou en développer un nouveau tout aussi malsain. En remplaçant consciemment l'ancienne habitude par une nouvelle positive, vous créez une transition en douceur. Un autre principe stoïcien crucial est la pratique de petits pas. Nous avons tendance à vouloir tout changer du jour au lendemain, mais cette approche mène rarement au succès durable. Au lieu de cela, commencez petit. Si vous voulez arrêter de consulter votre téléphone en premier le matin, commencez par le laisser dans une autre pièce pendant que vous prenez votre petit déjeuner. Ce petit changement peut créer un effet d'entraînement. La discipline est également essentielle. Les stoïciens étaient de grands défenseurs de l'autodiscipline, non pas comme une forme de punition, mais comme un moyen de liberté. Chaque fois que vous résistez à une impulsion autodestructrice, vous renforcez votre capacité à le faire à nouveau. Vous construisez le muscle de la maîtrise de soi. Mais soyez également compatissant envers vous-même dans un processus. Vous allez échouer parfois, vous allez retomber dans d'anciennes habitudes. C'est normal et c'est humain. L'important n'est pas la perfection, mais la direction. Êtes-vous généralement en train de vous améliorer, même si c'est lentement ? Alors vous êtes sur la bonne voie. Créez également un environnement qui soutient vos nouvelles habitudes. Si vous essayez de réduire le temps passé sur les réseaux sociaux, désactivez les notifications. Si vous essayez de manger plus sainement, ne gardez pas de malbouffe à la maison. Rendez les bonnes habitudes faciles et les mauvaises habitudes difficiles. Enfin, trouvez de la responsabilité.
Partagez vos objectifs avec un ami de confiance ou un membre de la famille. Rejoignez un groupe de soutien. Tenez un journal de vos progrès. Cette responsabilité externe peut vous aider à rester sur la bonne voie quand votre motivation interne faiblit. Abandonner les habitudes autodestructrices n'est pas facile. Si ça l'était, nous l'aurions tous déjà fait. Mais c'est absolument possible et les récompenses sont immenses. Comme l'a dit Épictète, aucun homme est libre qui n'est pas maître de lui-même. Maîtriser vos habitudes est une étape cruciale vers cette liberté. Sept, simplifiez votre espace physique. Votre environnement physique reflète et influence votre état mental. Un espace encombré crée un esprit encombré. Un espace organisé et simple crée de la clarté mentale et de la paix. C'est pourquoi la simplification de votre espace physique est une pratique stoïcienne puissante pour une vie plus intentionnelle. Regardez autour de vous en ce moment. Que voyez-vous? Des piles de papier, des objets que vous n'avez pas utilisés depuis des mois, des vêtements que vous ne portez plus. Chacun de ces objets occupe non seulement de l'espace physique, mais aussi de l'espace mental. Ils représentent des décisions non prises, des tâches inachevées, des attachements au passé. Les stoïciens valorisaient la simplicité. Ils comprenaient que l'accumulation de possessions matérielles ne mène pas au bonheur. Au contraire, elle peut créer de l'anxiété et de la distraction. Marc Aurèle, bien qu'il soit l'homme le plus puissant du monde romain, vivait avec une simplicité remarquable, se concentrant sur ce qui était vraiment important. Le désencombrement n'est pas seulement une question d'esthétique ou d'organisation, c'est un acte de libération. Chaque objet que vous éliminez est un poids en moins, une préoccupation en moins. C'est comme le sac à dos rempli de pierres de notre histoire d'ouverture. En enlevant ce qui ne vous sert plus, vous vous sentez plus léger, plus libre, plus capable de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Par où commencer? Le processus peut sembler écrasant, surtout si vous avez accumulé beaucoup de choses au fil des années. La clé est de commencer petit. Ne vous mettez pas la pression de tout désencombrer en un week-end. Choisissez une zone, peut-être un tiroir, une étagère, un coin de votre chambre, et commencez par là. Utilisez la méthode de Marie Kondo. Prenez chaque objet et demandez-vous « Cela m'apporte-t-il de la joie ?» Ou, dans une perspective plus stoïcienne, « Cela sert-il un but utile dans ma vie actuelle ?» Si la réponse est non, remerciez l'objet pour le service qu'il a rendu, si nécessaire, et laissez-le partir. Donnez-le, vendez-le, recyclez-le, mais libérez-vous-en. Soyez particulièrement vigilant avec les objets sentimentaux. Ce sont souvent les plus difficiles à laisser partir. Nous nous accrochons à des choses parce qu'elles représentent des souvenirs, des personnes, des moments de notre vie. Mais voici une vérité importante. Les souvenirs ne résident pas dans les objets. Ils résident en vous. Vous pouvez honorer le passé sans le thésauriser physiquement. Si vous avez vraiment du mal à laisser partir un objet sentimental, prenez une photo de lui avant de vous en séparer. Vous conservez ainsi le souvenir visuel sans l'encombrement physique. Ou, pour les articles vraiment spéciaux, créez une petite boîte de souvenirs où vous gardez seulement vos objets les plus précieux. Une fois que vous avez désencombré, adoptez une règle simple. Pour chaque nouvel objet qui entre dans votre espace, un ancien objet doit sortir. Cette pratique vous aide à maintenir la simplicité que vous avez créée et vous rend plus conscient de vos achats. Simplifier votre espace physique a des effets profonds au-delà de l'apparence de votre maison. Vous passez moins de temps à chercher des choses. Vous ressentez moins de stress visuel. Vous avez plus d'espace pour vous mouvoir, penser, créer. Votre environnement devient un sanctuaire plutôt qu'une source de stress. Cette pratique s'étend également à votre espace de travail. Un bureau encombré peut sérieusement entraver votre productivité et votre créativité. Prenez quelques minutes à la fin de chaque journée pour ranger votre espace de travail. Commencez chaque journée avec un espace propre et organisé. Vous remarquerez une différence significative dans votre clarté mentale et votre efficacité.
N'oubliez pas non plus votre espace numérique. Votre ordinateur et votre téléphone peuvent être aussi encombrés que votre maison. Supprimez les applications que vous n'utilisez pas. Organisez vos fichiers dans des dossiers logiques. Nettoyez votre boîte de réception. Désabonnez-vous des newsletters que vous ne lisez jamais. Ce désencombrement numérique peut être tout aussi libérateur que le désencombrement physique. Comme l'a dit Sénèque, ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui désire plus, qui est pauvre. En simplifiant votre espace physique, vous découvrez que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. Cette réalisation est profondément libératrice. 8. Établissez des limites saines. Les limites sont essentielles pour votre bien-être mental et émotionnel. Elles définissent où vous vous terminez et où les autres commencent. Elles vous permettent de protéger votre temps, votre énergie et votre paix intérieure. Sans limites saines, vous vous retrouvez constamment surchargé, stressé et épuisé, sans rien pour vous-même. Beaucoup d'entre nous ont du mal à établir des limites. Nous craignons de paraître égoïstes ou de décevoir les autres. Nous avons été conditionnés à croire que dire oui à tout est vertueux, que nous devrions toujours être disponibles, toujours accommodants. Mais cette mentalité mène à l'épuisement et au ressentiment. Les stoïciens comprenaient l'importance de connaître et de respecter ses propres limites. Épictète enseignait que nous devons nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir et laisser aller ce qui ne l'est pas. Une partie de cela est de reconnaître que nous avons un temps et une énergie limités et que nous devons les allouer sagement. Établir des limites commence par savoir quelles sont vos limites. Qu'est-ce qui est acceptable pour vous et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui vous épuise et qu'est-ce qui vous nourrit? Prenez le temps de réfléchir à ces questions. Vous ne pouvez pas communiquer vos limites aux autres si vous ne les connaissez pas vous-même. Une fois que vous connaissez vos limites, l'étape suivante est de les communiquer clairement. Cela peut sembler intimidant au début, surtout si vous n'avez pas l'habitude de dire non. Mais rappelez-vous, vous avez le droit de protéger votre bien-être. Vous n'avez pas à justifier vos limites ou à vous excuser pour elles. Un simple « je ne peux pas » m'engager à cela en ce moment ou cela ne fonctionne pas pour moi suffit. Attendez-vous à une certaine résistance, surtout de la part de personnes qui bénéficiaient de votre absence de limites. Certains pourraient vous accuser d'être égoïste ou difficile. Ne laissez pas cela vous décourager. Les personnes qui respectent vraiment votre bien-être respecteront vos limites. Celles qui ne le font pas vous montrent peut-être qu'elles valorisent plus ce que vous pouvez faire pour elles que vous en tant que personne. Maintenir vos limites est tout aussi important que de les établir. Cela signifie parfois dire non à répétition ou renforcer une limite qui a été testée. Cela peut sembler épuisant au début, mais avec le temps, les gens apprendront où se trouvent vos limites et les respecteront davantage. Les limites ne concernent pas seulement les autres, elles concernent également vous-même. Avez-vous des limites sur votre propre comportement? Par exemple, une limite pourrait être « je ne vérifie pas mes emails après 20 heures » ou « je ne me livre pas à l'autocritique excessive ». Ces limites internes sont tout aussi cruciales pour votre bien-être. Il est également important de respecter les limites des autres. Si quelqu'un vous dit non, acceptez-le gracieusement. Ne poussez pas, ne manipulez pas, ne culpabilisez pas. Respectez les limites des autres modèles, le comportement que vous souhaitez recevoir en retour. Les limites saines créent des relations plus saines. Quand chacun sait ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, il y a moins de malentendus et de ressentiments. Les interactions deviennent plus authentiques parce que personne ne fait semblant d'être quelqu'un qu'il n'est pas ou de tolérer ce qu'il ne peut pas tolérer. Établir des limites peut également révéler quelles relations dans votre vie sont véritablement mutuelles et lesquelles sont à sens unique. Les personnes qui ne respectent pas vos limites montrent qu'elles ne respectent pas vos besoins. Cette information, bien que potentiellement douloureuse, est précieuse. Elle vous permet de prendre des décisions éclairées sur où investir votre temps et votre énergie. Rappelez-vous, les limites ne sont pas des murs. Elles ne sont pas destinées à isoler ou à exclure. Elles sont des ponts qui vous permettent de vous engager avec les autres d'une manière saine et durable.
Comme l'a dit Brené Brown, le courage doux implique des limites et de la compassion. Établir des limites est un acte d'amour-propre et, paradoxalement, peut améliorer vos relations avec les autres. 9. Cultiver la gratitude quotidienne. Dans notre culture obsédée par le progrès et l'acquisition, nous passons tellement de temps à nous concentrer sur ce que nous n'avons pas que nous oublions d'apprécier ce que nous avons. Cette négligence de la gratitude crée un sentiment perpétuel d'insatisfaction et de manque. La gratitude est l'antidote à cette maladie moderne. Les stoïciens plaçaient la gratitude au cœur de leur pratique. Marc Aurèle commençait souvent ses méditations en énumérant les choses pour lesquelles il était reconnaissant, les personnes qui l'avaient influencé positivement, les leçons qu'il avait apprises, les opportunités qui lui avaient été données. Cette pratique n'était pas seulement un exercice agréable, c'était une discipline fondamentale pour cultiver la tranquillité intérieure. La recherche moderne confirme ce que les stoïciens savaient intuitivement. La gratitude a des effets profonds sur notre bien-être. Les études montrent que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude sont plus heureuses, moins déprimées, plus résilientes face au stress et ont de meilleures relations. La gratitude est véritablement une pratique transformatrice. Alors, comment cultiver la gratitude dans votre vie quotidienne? La méthode la plus simple et la plus efficace est de tenir un journal de gratitude. Chaque jour, de préférence le matin ou le soir, notez 3 à 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles n'ont pas besoin d'être grandes ou extraordinaires. En fait, se concentrer sur les petites choses ordinaires peut être particulièrement puissant. Peut-être êtes-vous reconnaissant pour le café chaud que vous avez bu ce matin, pour le sourire d'un étranger, pour le fait que vous avez un toit sur votre tête, pour un moment de rire avec un ami, pour le simple fait que votre corps fonctionne. Quand vous commencez à chercher des choses pour lesquelles être reconnaissant, vous les trouverez partout. L'important est la régularité. Comme tout muscle, la gratitude se renforce avec l'exercice. Au début, cela peut sembler forcé ou artificiel. Vous pourriez avoir du mal à trouver des choses pour lesquelles être reconnaissant, surtout lors d'une journée difficile. Mais persévérez. Avec le temps, votre cerveau commencera naturellement à chercher le positif plutôt que le négatif. Une autre pratique puissante est d'exprimer votre gratitude aux autres. Quand quelqu'un fait quelque chose de gentil pour vous, prenez un moment pour le remercier sincèrement. Allez plus loin. Dites-leur spécifiquement ce que vous appréciez et comment cela vous a aidé. Cette reconnaissance renforce non seulement vos relations, mais amplifie aussi votre propre sentiment de gratitude. Vous pouvez également pratiquer ce que certains appellent la gratitude préventive. Au lieu d'attendre que les choses tournent mal pour apprécier ce que vous avez, imaginez périodiquement perdre ce qui est important pour vous. Comment vous sentiriez-vous si vous perdiez votre santé, votre maison, vos proches? Cette réflexion, bien que potentiellement inconfortable, peut approfondir votre appréciation de ces bénédictions présentes. La gratitude ne signifie pas ignorer les défis ou prétendre que tout est parfait. Vous pouvez reconnaître les difficultés tout en restant reconnaissant pour ce qui fonctionne. En fait, trouver la gratitude au milieu de l'adversité est particulièrement puissant. Comme l'enseignaient les stoïciens, chaque défi est une opportunité de croissance, une chance de pratiquer la vertu, une leçon déguisée. Une perspective stoïcienne unique sur la gratitude est la contemplation négative. Pratiquez régulièrement l'imagination de la perte de ce que vous chérissez. Cela peut sembler morose, mais c'est en fait profondément libérateur. Quand vous réalisez pleinement que tout ce que vous avez est temporaire et pourrait être perdu à tout moment, vous appréciez beaucoup plus et profondément le moment présent. La gratitude change également votre relation avec le désir. Au lieu de toujours vouloir plus, vous commencez à apprécier ce que vous avez déjà. Cela ne signifie pas que vous n'avez plus d'ambition ou d'objectif, mais que votre bonheur ne dépend plus de leur réalisation. Vous êtes satisfait maintenant, tout en travaillant vers l'avenir. Comme l'a dit Épictète, il ne s'agit pas d'avoir ce que vous voulez, mais de vouloir ce que vous avez. Cette sagesse capture l'essence de la gratitude.
un changement fondamental de perspective qui transforme l'ordinaire en extraordinaire, le manque en abondance, l'insatisfaction en contentement. Dix. Vivez avec intention. Nous arrivons maintenant à la pratique finale, et peut-être la plus importante. Vivre avec intention. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, libérer le besoin de contrôle, éliminer les relations toxiques, abandonner les attentes irréalistes, pratiquer le silence mental, se libérer de l'opinion d'autrui, abandonner les habitudes autodestructrices, simplifier votre espace, établir des limites, cultiver la gratitude, tout cela converge vers ce point. Vivre intentionnellement. Vivre avec intention signifie être délibéré dans vos choix. Cela signifie que vous ne dérivez pas simplement à travers la vie, réagissant aux circonstances, suivant le chemin de moindre résistance. Au lieu de cela, vous prenez consciemment des décisions alignées avec vos valeurs les plus profondes. Vous créez votre vie plutôt que de la subir. Marc Aurèle nous rappelle: ne laisse pas ton avenir troubler ton esprit, tu y feras face, si tu dois, avec les mêmes armes de la raison que tu utilises aujourd'hui pour affronter le présent. Cette sagesse nous enseigne à rester présent et intentionnel, plutôt que de nous perdre dans les inquiétudes ou les distractions. Vivre avec intention commence par la clarté sur vos valeurs. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Pas ce que la société dit, et qui devrait être important, pas ce que vos parents veulent pour vous, mais ce qui résonne authentiquement avec votre cœur. Est-ce la famille, la créativité, la contribution, la croissance personnelle, l'aventure, la paix? Prenez le temps de réfléchir profondément à cette question. Vous pourriez même écrire une déclaration de mission personnelle, un paragraphe décrivant comment vous voulez vivre votre vie et quelle personne vous voulez être. Cette clarté devient votre étoile du Nord, guidant vos décisions quotidiennes. Une fois que vous connaissez vos valeurs, l'étape suivante est d'aligner vos actions avec elles. C'est là que beaucoup de gens échouent. Ils savent ce qui est important pour eux, mais leurs actions quotidiennes racontent une histoire différente. Si la famille est votre valeur principale, mais que vous passez 12 heures par jour au travail, il y a un décalage qui crée de la souffrance. Examinez comment vous passez votre temps. Votre emploi du temps actuel reflète-t-il vraiment vos valeurs? Sinon, qu'est-ce qui doit changer? Peut-être devez-vous réduire certains engagements, peut-être devez-vous dire non plus souvent, peut-être devez-vous réorganiser vos priorités. Ces changements peuvent être difficiles, mais ils sont essentiels pour une vie intentionnelle. Vivre avec intention signifie également être présent. Combien de fois êtes-vous physiquement dans un endroit, mais mentalement ailleurs? Vous êtes avec votre famille, mais vous pensez au travail. Vous êtes au travail, mais vous pensez au week-end. Vous êtes en train de manger, mais vous regardez votre téléphone. Cette présence partielle est une forme de vie non intentionnelle. Pratiquez d'être pleinement là où vous êtes. Quand vous mangez, mangez. Quand vous êtes avec quelqu'un, soyez vraiment avec cette personne. Quand vous travaillez, travaillez. Cette présence totale transforme les expériences ordinaires en moments extraordinaires. C'est ainsi que vous créez une vie riche en signification. Vivre avec intention nécessite également de ralentir. Notre culture valorise la vitesse, le multitâche, l'activité constante. Mais cette frénésie est l'ennemi de l'intention. Quand vous vous précipitez d'une chose à l'autre, vous n'avez pas le temps de réfléchir, de ressentir, de savourer. Vous êtes en mode survie plutôt qu'en mode vie. Donnez-vous la permission de ralentir. Créez des espaces dans votre journée pour simplement être. Marchez plus lentement, mangez plus lentement, parlez plus lentement. Dans cet espace plus lent, vous trouverez de la clarté, de la paix et une connexion plus profonde avec vous-même et avec la vie. L'intention s'applique également à vos relations. Êtes-vous intentionnel sur qui vous laissez dans votre cercle intérieur? Êtes-vous intentionnel dans la façon dont vous communiquez avec eux? Les meilleures relations ne sont pas accidentelles. Elles sont cultivées avec soin, attention et intention. Vivre avec intention signifie également accepter l'imperfection. Vous
N'allez pas toujours réussir à être intentionnel. Il y aura des jours où vous réagirez plutôt que de répondre, où vous vous perdrez dans les distractions, où vous prendrez des décisions qui ne correspondent pas à vos valeurs. Et c'est normal. L'important est de revenir encore et encore à l'intention. La beauté de vivre intentionnellement est que cela donne à votre vie un sens et une direction. Vous n'êtes plus un bateau sans gouvernail, ballotté par les vagues des circonstances. Vous êtes le capitaine, tenant fermement la barre, naviguant vers votre destination choisie. Vous ne contrôlez peut-être pas le vent, mais vous contrôlez certainement la direction de vos voiles. Comme l'a dit Sénèque, quand un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent ne lui est favorable. Connaître votre port, vos valeurs, votre but, votre intention fait toute la différence. C'est ce qui transforme une existence aléatoire en une vie vécue pleinement. Conclusion. Nous avons exploré ensemble 10 pratiques puissantes, inspirées de la philosophie stoïcienne. Libérer le besoin de contrôle, éliminer les relations toxiques, abandonner les attentes irréalistes, pratiquer le silence mental, se libérer de l'opinion d'autrui, abandonner les habitudes autodestructrices, simplifier votre espace physique, établir des limites saines, cultiver la gratitude quotidienne et vivre avec intention. Ces pratiques ne sont pas de simples concepts théoriques. Ce sont des outils pratiques que vous pouvez commencez à appliquer dès aujourd'hui. Vous n'avez pas à tout changer d'un coup. Choisissez une pratique qui résonne le plus avec vous et commencez par là. Maîtrisez-la, puis passez à la suivante. Le changement durable est graduel, pas instantané. Rappelez-vous l'histoire d'Antoine et du jeune homme dans la montagne. La vie est trop courte pour être vécue sous le fardeau de ce qui ne vous appartient pas. Vous avez le pouvoir de déposer ces pierres, de libérer votre esprit, de créer l'espace pour ce qui compte vraiment. Ce pouvoir a toujours été en vous, attendant simplement que vous le reconnaissiez et l'utilisiez. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les événements externes, mais nous avons un contrôle total sur nos réponses internes. C'est dans cet espace, entre ce qui nous arrive et comment nous y réagissons, que réside notre vraie liberté. C'est là que vous créez votre vie. Alors, je vous invite à commencer ce voyage aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui. Choisissez une de ces pratiques et faites un petit pas dans cette direction, puis un autre, puis un autre. Avec le temps, ces petits pas se transformeront en une transformation profonde. Vous méritez une vie de paix, de clarté et d'intention. Vous méritez de vivre libre des chaînes invisibles qui vous retiennent. Et maintenant, vous avez les outils pour y parvenir. Tout ce qui reste est de prendre la décision de commencer. Comme l'a si bien dit Marc Aurèle, la vie est courte. Tu dois te hâter de vivre et de te souvenir que chaque jour est en lui-même une vie. Alors, vivez intentionnellement, vivez authentiquement, vivez pleinement. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour plus de contenu sur le stoïcisme et le développement personnel. Laissez un commentaire ci-dessous sur quelle pratique vous allez commencer à mettre en œuvre aujourd'hui. J'adorerais entendre votre perspective. Merci d'avoir été ici aujourd'hui. Rappelez-vous, vous êtes plus fort que vous ne le pensez, plus capable que vous ne l'imaginez, et plus libre que vous ne le réalisez. Le pouvoir de transformer votre vie est en vous. Utilisez-le avec sagesse. À la prochaine fois, que vous marchiez le chemin de la sagesse avec courage et paix.